Alors ça peut être attrayant pour certains et puis ça peut en repousser d'autres. C'est que quand tu as un 5 unités, tu te dis que tu peux tout faire tout seul. Quand tu as un 16, c'est assez gros pour justifier payer, comme tu as dit, un concierge pour en fait déléguer une partie du travail. Donc oui, toi tu vas toujours devoir en faire une partie, mais c'est pas toi qui vas aller balayer dans le couloir. Et t'as pas envie d'aller balayer dans le couloir. Il faut que tu t'organises, il faut que tu te rappelles que c'est de l'investissement pour toi, mais c'est une entreprise. Et toi, en tant que chef d'entreprise, il faut que tu construises une équipe qui va faire le travail. C'est pas toi qui vas aller faire le travail. Tu vas t'assurer que le travail est fait. Tu vas t'assurer que la personne qui a fait le travail a été payée. Tu vas t'assurer que la personne fait le travail dans la direction où tu as envie que ton entreprise aille. Donc tu deviens un chef d'entreprise plutôt que de devenir en fait un travailleur. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau numéro de mon patrimoine. Je suis super content parce qu'aujourd'hui j'ai un profil assez protéiforme parce qu'il a fait plein de choses dans sa vie. On va parler bien évidemment finances personnelles, finances pro, particulièrement immobilier, mais un certain type d'immobilier. Mais avant ça, je vais vous introduire, ou du moins je vais proposer à mon invité mon super Axel de se présenter succinctement. Salut Guy, bah écoute, merci de l'invitation pour aujourd'hui. Bah écoute, comme tu l'as dit, moi je suis basé à Montréal, au Québec, et je fais de l'investissement immobilier. Et maintenant, j'aide aussi certains euh, professionnels qui sont très actifs et qui n'ont pas forcément le temps ou la connaissance à investir en immobilier et créer de la valeur et se faire un patrimoine. Super. Bah, Axel, ça fait, je crois, ça doit faire peut-être 3 ou 4 ans qu'on se connaît, enfin que j'ai fait ta connaissance pour la première fois. À l'époque, ce sur quoi tu communiquais, il n'y avait pas que ça, mais c'était plus de la recherche. Comment faire de la recherche parce que à l'époque et même toujours aujourd'hui, c'est l'un des principaux points sur lesquels plusieurs personnes se butent en immobilier en Amérique du Nord, au Canada principalement. Tu avais un terme qui ressortait à chaque fois qui était de comment est-ce que l'on peut sourcer des deals hors marché. C'est ça qui revenait à chaque fois dans ton vocabulaire, deal hors marché, deal hors marché. Et puis, j'ai toujours voulu qu'on en parle, qu'on en discute en détail. Il y a plein de choses qui ont évolué dans ton parcours et j'aimerais qu'avant qu'on arrive dessus, peut-être qu'on revienne un petit peu sur ton profil que j'ai introduit en début d'émission. Donc, c'est quoi ton parcours? T'es à la base, tu as toujours été investisseur. Comment est-ce que tu es tombé dans la sauce? D'où est-ce que tu viens déjà? Parce que ton accent là, ça sonne pas très québécois. Non, c'est pas très québécois. Moi, j'ai grandi aux Antilles. Je suis né en Guadeloupe. Après ça, parce qu'il n'y avait pas d'hôpital. Après ça, j'ai grandi sur l'île de Saint-Barthélemy. Je suis venu au Québec. J'ai atterri au Québec pour finir mes études et pour finir le lycée. Et je suis resté ici. Après ça, donc j'ai commencé. Je suis allé à l'université ici. J'étais à l'université Concordia à Montréal. J'ai étudié en économie et commerce. À l'époque, j'étais persuadé que je voulais être banquier. Et je me suis vite aperçu que ce serait peut-être lucratif, mais que ça allait être vraiment ennuyant. Et donc, Ah en ouais. fait, je suis pas allé en banking après des études d'économie et j'ai commencé à travailler pour une entreprise en logistique, en gestion de chaîne d'approvisionnement et commencé à travailler sur un terminal de containers parce que ça me passionnait beaucoup plus parce que c'était beaucoup plus tangible. Alors, ça payait un petit peu moins que l'industrie, en finance, c'est sûr, mais c'était beaucoup plus intéressant. Ok. Et j'ai travaillé là-bas pendant à peu près 2 ans. Je m'étais toujours dit que je retournerais un jour faire une maîtrise. Donc, chose que j'ai fait. Puis, au lieu d'aller en économie, là, je suis allé en gestion de chaîne d'approvisionnement. Euh, ça a été un très bon apprentissage. Et puis, après ça, en revenant, ça, j'étais parti en Europe pour étudier, parce que j'ai aussi la nationalité française. Et donc, en fait, C'était où je en suis France? français. Moi, je suis né à la Guadeloupe, c'est la France. Après ça, je suis venu au Canada, j'ai eu ma citoyenneté en 2012-2013, quelque chose comme ça. Et ça m'a permis en fait de retourner en France pour aller faire une maîtrise. Et en Europe plutôt, j'étais aux Pays-Bas. Ils ont une forte euh, expertise en gestion de chaîne d'approvisionnement. C'est un tout petit pays, mais qui s'est très 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 bien développé. Et bref, c'était là-bas ou en Allemagne. Puis je me suis dit que je m'amuserais peut-être un peu plus aussi aux Pays-Bas.
C'est plus fun. Ouais, un peu plus fun. Ouais. Et en revenant, j'ai commencé à travailler en planification dans une industrie assez un peu boring, mais hyper intéressante. C'est l'industrie des pâtes et papiers. Alors, qu'est-ce que c'est la pâte et papier? C'est des usines en fait qui fabriquent du papier. Le papier, on pense qu'il y a un seul type de papier, alors qu'en fait, il y en a des centaines de, de papiers différents suivant Mhm. l'utilité. Et moi, je planifiais la production pour des usines qui étaient ici au Québec et aux États-Unis. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le corporate world. Et je suis resté en fait dans cette boîte pendant à peu près 5 ans. Ça a été un excellent apprentissage. J'ai pas mal évolué. J'ai commencé en planification de la production. Après ça, je suis passé en logistique. Et après ça, je suis passé aux achats. J'ai eu différents postes pendant ces 5 ans. Au début, j'ai commencé tout seul, puis après, j'ai eu une petite équipe, puis après, j'ai eu une plus grosse équipe, ce qui m'a aussi permis de développer beaucoup plus de leadership skills. Et ça a été une très très belle période d'apprentissage, même s'il y avait toujours un moment où je me disais, oh, j'ai toujours l'impression que je peux faire un peu plus. Puis c'est vrai que quand on est dans une grosse structure comme ça, quelquefois ça tue un peu l'esprit entrepreneurial, parce on a beau avoir des bonnes idées, si on peut pas les développer, les mettre en place, ça n'avance pas. Et j'ai jamais, là-bas, j'arrivais pas à nourrir ce côté de moi où je voyais des opportunités partout. Puis je me disais, mais pourquoi on fait pas ça? Pourquoi on fait pas ça? Mais parce que c'est pas Et moi tu qui décidais. proposais et puis tu avais des recals à chaque fois, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, après ça, moi j'étais en bas de l'échelle, hein, quelque part c'est normal, c'est juste que je pense qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire différemment. Et en fait, je suis extrêmement, euh, comme on dit en anglais, grateful de toute cette période parce que c'était un excellent apprentissage. Et pour tous ceux qui écoutent, qui savent pas trop quoi, qui sont en début de vie, en début de carrière et tout ça, allez travailler pour quelqu'un d'autre, allez apprendre aux dépens de quelqu'un d'autre. Vous allez en général être formé, et même si vous n'avez pas l'impression que c'est vraiment de la formation, juste le fait de travailler là-bas, ça va beaucoup vous faire apprendre et, euh, et vous allez évoluer. Et puis ça vous prépare, et puis il faut traiter cette période comme en fait moi j'appelle ça le springboard, c'est le tremplin. C'est que tu es quelque part, tu travailles, et puis au bout d'un moment, il y a une autre opportunité qui vient, et elle est disponible parce que tu t'es un peu cassé les dents et que tu as appris ailleurs. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait pendant 5 ans. Puis après, je suis allé travailler pour un de nos fournisseurs dans le rail. Au Canada, on a 2 grandes compagnies ferroviaires qui s'appellent le CP et le CN. Et moi, je travaillais beaucoup, beaucoup avec le CN. Et en fait, c'est eux qui sont venus me chercher. Et là, je suis parti aux achats euh, parce qu'eux, tout leur département était en restructuration. Et ça s'est avéré être un peu une erreur, en fait. C'était une grosse boîte. Moi, c'était au moment où on avait j'ai 2 enfants maintenant, c'était au moment où Mhm. l'aîné est né. J'étais à l'hôpital. Ma femme était là, c'était le lendemain de l'accouchement. Moi, j'étais en train de finaliser mon offre, que je me, tu sais, à y refaire maintenant. Je me suis dit que j'ai peut-être fait beaucoup d'un coup, mais bon, comme ça, on pouvait le faire. Et là, je suis allé travailler dans une autre grosse structure encore aux achats, et j'aurais pas dû parce qu'en fait, les achats, c'était pas mon dada. Moi, c'était la logistique, c'était de bouger des trucs, c'était de se dire comment on bouge 1000 tonnes entre le Québec et la Californie de manière la plus efficace, la moins chère pour respecter l'échéancier dont notre client a besoin. Et ça, c'est ce Mhm. que j'aimais faire, qui est vraiment de la gestion de chaîne d'approvisionnement à part entière. Nice. Hum, Est-ce que à l'époque, tu as déjà commencé à faire là, t'es plus en emploi, non? Tu es complètement. Non, alors là, j'étais encore salarié. À l'époque, tu veux dire? Non, non, je veux dire actuellement, tu es Non. complètement sorti ou tu Ah oui, bosses je suis toujours complètement sorti. Ça fait 5 ans maintenant, 5 ans, 6 ans. 5 ans? J'ai démissionné en 2019. Euh, 2018 ou 2019? Je sais plus. En fait, Mmh. donc, après ça, au CN, aux achats, je suis resté 1 an. Et Mmh. puis, je préparais une sortie. Et ce que j'ai fait, c'est que déjà, je commençais à avoir un fort attrait pour l'immobilier. Mmh. Parce qu'avec ma femme, quand on s'est mis ensemble, en fait, on avait tous les deux un petit condo. Un condo chacun, mais le sien était plus grand que le mien. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'était que elle a tout. Alors, déjà, ma femme a toujours été une grande inspiration pour tout ça. Elle a toujours eu une belle vision, et il y a plein de choses que j'ai fini par faire grâce à elle, et je lui suis extrêmement reconnaissant. Elle avait un appart et elle m'a dit on va rénover la cuisine et la salle de bain, et on va les louer à des expats françaises, que c'était près d'une des écoles françaises de Montréal, Stanislas. Et elle m'avait dit on va les louer. Puis moi, mon client idéal, ce sera un couple d'expats français qui enverront leurs enfants à cette école. Et puis même l'idéal, ce serait d'avoir que le loyer soit payé par l'entreprise. Puis là, bien sûr, ma chérie, oui.
C'est bien d'avoir des c'est Tu bien. croyais quand même un peu ou Non, moitié? non, pas Ah vraiment. ouais, quand même. Mais je me disais: «Bah, peut-être, mais bon, tu sais, ça paraît Pourquoi quand même pas? beaucoup, on verra» et cetera. Et en fait, bah, on a passé un été à rénover la cuisine et la salle de bain et elle a trouvé exactement ça. Et déjà ça, c'était un des apprentissages. C'est que moi, je pensais que quand on a de l'immobilier, qu'on cherche des locataires, bah, en fait, bah, c'est les locataires qui nous trouvent. Mais en fait, ça, c'était une belle grosse erreur. C'est nous qui trouvons notre profil de locataire qu'on veut. Quand on veut un type, on peut le trouver, c'est juste qu'il faut marketer de cette manière, pour que lui s'identifie et lui vienne. Et finalement, on a eu un couple de Français qui étaient là, envoyés par une boîte, pour, 2 ans, qui pouvait étendre à 1 an de plus, donc pour un total de 3 ans, avec une fille qui allait à l'école française et que le loyer était payé par un corporate check tous les mois par l'entreprise. Et alors là, moi, ça C'est je suis incroyable. resté bouche bée. Et là, je me suis En dit: fait, «Ah elle OK, a pensé en amont, avant même de ouais, développer le projet, elle avait déjà ouais. identifié, Oui, parce que c'était un quartier qui était très bien pour ça et puis rien que la proximité avec cette école faisait qu'en fait, il y avait de la demande de ce genre de profil. Et heu et moi, j'étais assez sceptique au début et en fait, elle a réussi et ça m'a j'étais assez surpris. J'ai toujours eu beaucoup c'était d'admiration son pour premier elle. deal? Elle, ouais, 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 C'est assez impressionnant de ça d'avoir les idées aussi claires sur une première ah, opération. elle est extrêmement déterminée. En fait, c'est peut-être elle que tu aurais dû avoir en entrevue. Non Dis-moi, je sais pas si c'est indiscret, est-ce qu'elle est canadienne? Enfin, c'est plus elle est pour, canadienne, ouais. ah ouais, c'était Elle est pour voir un canadienne, peu mais parce qu'il y a un état sa mère est d'esprit aussi. française. Ah d'accord. Sa mère Parce est qu'il y a il française. y a un état d'esprit nord-américain aussi qui est pas forcément, sans vouloir, Ouais. dénigrer, ce qui se fait en Europe, mais c'est des gens quand même, qui ont, plus d'ouverture d'esprit sur le business, des qui ont pas peur d'aller rater, d'aller, s'exposer à l'échec, donc Tu veux dire dans la mentalité plus nord-américaine, nord-américaine. on Ouais. a moins peur de l'échec? Tu as tout à fait raison. Ça, c'est quelque Mmh. chose que bon, moi, j'ai peu d'expérience de travail en Europe, mais c'est vrai qu'ici, on le dit fréquemment: «Fail it's okay to fail, just fail fast and fail forward» et puis tu Mmh. recommences, puis tu passes à autre chose. Mais ouais, alors que c'est vrai que dans la mentalité française, faut pas prendre trop de risques, faut pas faire de vagues, faut alors bon, peut-être que ça a changé, puis que je m'y connais pas non plus, hein, ça, Ouais, je te c'est tout à rassure fait pas du tout. possible. Mais donc, en fait, c'est comme ça qu'on a commencé. Donc, on a emménagé dans mon condo qui était plus petit, et puis on a loué le sien qui était plus grand. Et donc on s'entendait bien, on travaillait tous les 2 dans le corporate. Et voilà, on a évolué comme ça. Moi, il y avait un moment où j'avais toujours l'impression que je pouvais en faire plus. Et en fait, moi, j'ai donné ma démission et j'avais trouvé il y avait quelqu'un qui m'avait fait un peu des appels en me disant: «Écoute, moi j'ai racheté une petite boîte, il y aurait du consulting à faire, si ça te dit, on fait ça ensemble». Donc moi, j'ai démissionné, puis je suis allé travailler avec lui. C'était une Là, sur grosse quoi comme coupure. statut? Freelance ou tu devais être, Ouais, moi je partenaire? faisais exact non, non, moi je faisais c'était du freelance, je facturais. Et c'était une petite boîte qui distribuait de l'eau d'érable, qui était un nouveau produit qui est alors tout le monde connaît l'eau de coco, bah, l'eau d'érable, c'est encore mieux parce qu'en fait, c'est beaucoup mieux d'un point de vue pour le nutritif. Mmh. C'est